Devenir entrepreneur légalement, c'est simple, c'est un acte juridique. Mais concrètement, tout ce qui vient après, c'est là que ça se joue. Aujourd'hui, je reçois Marilyn, elle est juriste, formaliste, et elle a créé Uma Forma, une société qui accompagne les professionnels dans leur démarche avec simplicité et humanité. Dans cet épisode, elle raconte son virage professionnel, ce qui l'a poussée à lancer son activité après une grosse déception du salariat, et ce que ces 3 dernières années lui ont appris sur l'indépendance, le réseau et la vraie vie d'une entrepreneur. Un échange clair, honnête, avec beaucoup de repères pour celles qui veulent créer et avancer, donc je t'invite à sortir un petit carnet et un stylo. Bienvenue sur Les Queens du Biz, le podcast qui célèbre les femmes entrepreneurs de Bretagne. Ici, je vais mettre à l'honneur une femme qui va pouvoir venir partager son parcours, mais également venir diffuser son message. Prête pour l'épisode du jour ? C'est parti ! Aujourd'hui, j'accueille Marilyn. Pour les auditeurs et les auditrices, surtout qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Eh bien, je m'appelle Marilyn Denou, je suis juriste indépendante. Ma société s'appelle Uma Forma. Uma pour humain et Forma pour formalité et formation. J'accompagne les entreprises et les professionnels du droit et du chiffre dans tout ce qui va être démarches juridiques, donc les formalités, mais aussi les démarches pour les activités réglementées, l'aide à la rédaction d'actes, etc., etc. Ok. Quelle est la différence entre juriste et formaliste ? Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est même pas tant la différence entre juriste et formaliste, c'est la différence entre juriste et avocat. Puisque le juriste, il ne peut pas faire de conseil juridique, il ne peut pas rédiger d'actes non plus. Il peut informer, c'est-à-dire délivrer des informations générales, expliquer telle ou telle incidence d'un article, d'une clause, etc. Mais il ne peut pas faire de conseil personnalisé. Et il ne peut pas non plus rédiger des actes juridiques. Voilà. Et la différence entre juriste et formaliste, c'est là il y a quand même une grosse différence, que c'est pas du tout le même métier pour le coup. C'est que les formalistes, ils réalisent des formalités juridiques, c'est-à-dire qu'il va intervenir après le juriste et après l'avocat. Donc c'est-à-dire une fois que les actes juridiques ont été réalisés, eh bien il va tout contrôler, vérifier et transmettre la formalité pour que il puisse y avoir la mise à jour du cabis, donc soit une immatriculation, une modification, une inscription pour une entreprise individuelle en profession libérale. Voilà, les formalités, il y en a plus d'une centaine, donc c'est très très vaste. Ok. Toi, tu es spécialisée en droit des entreprises. Voilà, droit des sociétés, droit des affaires. Donc, je me qualifie de juriste formaliste puisque mes missions aujourd'hui vont au-delà de la simple formalité, puisque je vais accompagner les entreprises de toute taille à leur quand il y a des questions qui se posent tout au long de la vie de l'entreprise. Je vais pouvoir informer, donner de l'information juridique, expliquer. Pour mes clients qui sont professionnels du droit et du chiffre, je vais aussi les aider sur la rédaction de leur acte. Voilà, donc avec à l'aide d'un logiciel juridique, voilà, je leur prépare aussi leur acte qu'ils vont faire par la suite signer à leurs clients. Ok. Quand tu dis que tu accompagnes des professionnels du droit et du chiffre, ça englobe qui ? Alors, ça englobe les avocats droit des affaires. Puisque un avocat, par exemple, en droit du travail, en droit de la famille, n'a pas de formalité juridique, donc c'est pas ce type de spécialité. Les experts comptables, les notaires et les directions juridiques aussi de gros groupes. Ok. Ouais, donc c'est hyper vaste. C'est très vaste. Voilà, ça touche vraiment tout type d'entreprise, entreprise individuelle, société, toute activité, toute forme juridique. C'est vraiment, je ne fais jamais, sur une journée, j'ai jamais le même type de dossier. Ok. Bon, ça, c'est cool. Ouais. Il n'y a pas de routine, il y a pas, voilà. De toute façon, j'ai prévu pour toi un petit peu plus tard des petites situations de la vie d'une entrepreneur et tu me diras si tu peux intervenir. D'accord. Donc, avec un plaisir. petit truc. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu entreprends, d'après ce que je sais, puisqu'on a déjà échangé, parce qu'avec Marilyn, on se connaît, d'un réseau. C'est comme ça qu'on a fait connaissance il y a à peu près 1 an et demi maintenant. Je sais qu'aujourd'hui, tu entreprends, que ça a été un choix très réfléchi.
On explorera un petit peu comment les choses ont basculé justement vers l'entrepreneuriat un peu plus tard. Mais on va repartir un petit peu il y a très 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 longtemps parce que tu as grandi entouré de personnes qui ont entrepris, notamment tes grands-parents. Et j'ai vu et j'ai lu et on en a parlé, tu me disais que tu aimais bien traîner dans leurs pattes. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'était à cette époque? Qu'est-ce que tu aimais à traîner avec tes grands-parents? Qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier? Qu'est-ce qui te plaisait chez eux? Alors, donc ma grand-mère tenait une mercerie, mais j'ai moins de souvenirs. Ouais. En revanche, mon grand-père, mon père, mes oncles étaient tous brocanteurs antiquaires. Donc moi, avec ma sœur, on a passé de longues journées, week-ends aux puces, notamment aux puces de Saint-Ouen, parce que il y a eu, voilà, ils tenaient des boutiques là-bas avec des spécialités en horlogerie, dans certains meubles, etc. Donc c'est vraiment une ambiance qui me laisse beaucoup de souvenirs. D'aller aussi en salle des ventes à Drouot pour ceux qui connaissent. Donc j'ai vraiment arpenté ces endroits-là et ça c'est beaucoup de souvenirs. Et ce que je retiens, c'est c'est cette liberté qu'ils avaient, cette autonomie à travailler pour eux, à travailler de leurs mains. Voilà, je pense que très tôt, c'est quelque chose que j'avais identifié. En tout cas, ouais. Cette liberté quelque part. Quand ils veulent, comme ils veulent. C'est ça. Oui, parce que je me rappelle, on partait le matin, on revenait le midi pour déjeuner avec ma grand-mère, on repartait l'après-midi parce qu'il y avait une vente aux enchères. Ça, c'est resté quand même en tête. Ouais, fascinant. Ouais. T'as gardé une Madeleine de Proust de cette période ou pas? Une odeur, un lieu, quelque chose? Complètement. Oui, c'est vraiment, dès que je vais aller dans je vois une boutique d'antiquités, ça c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Et à un moment donné, enfin plus jeune, je sais que je me voyais aussi être commissaire-priseur, par exemple, qui alliait un peu aussi les deux fonctions, donc très juridiques, très réglementaires, et puis en même temps avec l'histoire de l'art. Ça c'est quelque chose qui m'a un peu titillé à un moment donné. Mais oui, ces ambiances, ces odeurs là, les vieux meubles. Et d'ailleurs, j'ai toujours gardé cet amour des vieux meubles, des vieilles choses. Des fois complètement à l'opposé de mes amis qui veulent des choses très épurées, très modernes. Moi, je suis encore là à meubler ma maison avec des antiquités, avec des antiquités, avec des choses qui ont une histoire. Exactement. Et je récupère très volontiers des choses de ma grand-mère, mes grands-parents. Voilà, ça je garde, je conserve, j'aime beaucoup. Donc je comprends tout à fait. Moi qui ai grandi en région parisienne, les Puces de Saint-Ouen, c'était vraiment un endroit fascinant. Mais moi, je pouvais y passer des jours juste à flâner, à regarder, observer, etc. Non, c'est vrai que j'avais le côté vente avec à Saint-Ouen, mais je voyais aussi, moi je rejoignais le matin mon grand-père dans son atelier, puisqu'il faisait de la marqueterie. Donc voilà, je l'ai vraiment vu travailler avec mon père de ses mains pour restaurer des meubles anciens. Donc j'ai vraiment plein d'odeurs, plein de souvenirs. En grandissant, tu as fait le choix du juridique. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le juridique? Alors le choix du juridique, je l'ai fait plus tard, puisque moi je me suis lancée, j'ai fait des études dans le sport. Moi j'ai fait STAPS et j'ai travaillé dans le domaine sportif pendant de nombreuses années. Alors là, je découvre. Et le droit est venu un petit peu à moi par hasard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me voyais plus dans ce que je faisais. En tout cas, je n'arrivais pas à me projeter à 40 ans à donner des cours de sport, ni prof de PS. Et j'avais un vague souvenir qu'en terminale, j'avais bien aimé un cours d'économie, gestion, droit. Et je me suis dit, pourquoi pas? Donc je recherchais les offres d'emploi sur les offres d'emploi, et pas loin de chez moi, vraiment à 5 minutes, il y a eu un poste d'assistante juridique et j'ai commencé comme ça. Et ça m'a plu. Donc il y avait il y avait une partie formalité, il y avait une partie assistanat, et j'ai vraiment adoré. Et j'ai repris un cursus droit en cours du soir. J'ai tout repris à zéro et j'ai jamais arrêté parce que je me suis formée. Ça fait 20 ans que je continue de me former. Oui, tu viens d'avoir un diplôme récemment. Voilà, j'ai validé
récemment, j'ai fini un diplôme et je suis toujours en train de penser à la prochaine formation que je vais faire. C'est vraiment le droit, une vraie passion pour moi et comme ça évolue tout le temps et qu'il faut se mettre à la page, je me forme sans cesse. Donc, tu as commencé en tant qu'assistante juridique, mais avec le passé familial de l'entrepreneuriat, t'as pas fait ce choix-là tout de suite d'entreprendre dès le départ? Non. C'était pas c'était pas une option à ce moment-là? Non, pas à ce moment-là. Donc parce que j'avais besoin de monter en compétences et puis j'ai plutôt l'envie d'acheter, l'envie de construire, donc d'être salariée. Après, j'ai travaillé presque 10 ans dans une chambre de commerce où j'ai aussi découvert d'autres métiers, où j'ai eu d'autres compétences. Ça venait quand même régulièrement, cette envie d'entreprendre, à suivre finalement des entreprises. Ça, voilà, il y a une petite graine de semer, au fil des ans qui grandissait quand même. Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter comment tout a basculé entre la vie de salarié que tu avais construite et l'entrepreneur, du coup, que tu as choisi, la vie d'entreprendre? Ça a basculé parce que j'étais à l'époque salariée dans un grand groupe avec un poste à responsabilité. Il y a eu une réorganisation qui s'est mal passée, où j'ai pas trouvé ma place, où j'ai été vraiment très déçue, même malade. Et puis finalement, le déclic s'est fait très rapidement. Une déception du monde de l'entreprise. Je voulais plus retrouver ma liberté, retrouver du temps pour moi, un équilibre en tout cas, équilibre vie pro, vie perso. Et finalement, quand j'ai eu le déclic, ma société, je l'ai montée en une semaine. C'est-à-dire, je me suis dit non, là, je peux plus travailler pour une entreprise. Je vais travailler pour moi. Et en une semaine, ma format a été créée. En gros, tu dis, même si au départ, tu étais partie dans le juridique, c'était quelque chose qui t'intéressait vraiment dans une salariée, enfin, devenir salarié, tu as fini par travailler avec un poste à responsabilité. Tu as eu vraiment un parcours assez impressionnant parce que tu as répondu à une offre à côté de chez toi où tu n'étais pas spécialement formé, mais tu avais de l'intérêt et de l'appétence pour finir responsable dans un grand groupe. Et au final, tu as dit stop parce que tu n'avais plus envie de subir à ce moment-là. Tu t'es dit, je prends en main. En fait, c'est surtout la déception qui a pris le pas. Ok. La déception et de me dire que finalement j'avais pas eu la reconnaissance. J'ai compris beaucoup de choses. D'accord. Et j'avais envie de me libérer aussi de tout ça, de plus être dans l'attente de cette reconnaissance. Et c'est vraiment le fait d'avoir ma propre entreprise qui m'a appris ça. C'est-à-dire que la reconnaissance aujourd'hui, je l'ai de la part de mes clients. Oui. Mais je suis pas plus dans cette attente, du responsable, du N+1, du N+2, qui va, m'attribuer telle ou telle chose parce que il aura considéré que je travaille suffisamment. Surtout, j'ai compris aussi plus tard, à mes dépens, que ceux qui évoluent, c'est pas ceux qui travaillent le plus, c'est ceux qui parlent le plus fort. Oui. Et moi, j'étais pas du tout comme ça. Moi, je travaillais comme une petite fourmi. Dans mon coin, si je peux dire, je sollicitais jamais personne. Et puis finalement, quand j'espérais avoir quelque chose, eh bien, il s'est rien passé. Donc je comprends que le switch se soit fait de façon aussi rapide. Ça a l'air d'être exceptionnel, mais ça devait être tellement clair dans ta tête. C'est pour ça que tout s'est fait aussi facilement. Exactement. Le non compris. Le non compris, mais vraiment, hein, c'est-à-dire que même le non, humain pour humain, c'est vraiment je voyais un tournant aussi dans les formalités où c'était de plus en plus dématérialisé, de plus en plus une relation client par le biais de chat, par le biais où il y avait plus ce contact. Et moi, je me suis dit, mais non, moi, c'est pas ça que je veux, même si je sais que des choses évoluent, il y a l'intelligence artificielle, etc. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais pour moi, le contact humain, j'avais pas envie de le perdre. Et c'est vraiment ce que j'ai mis là au cœur du Maforma. Et voilà, le nom de ma société, Humain, ça faisait vraiment sens pour moi et ça a encore beaucoup de sens aujourd'hui, malgré les évolutions techniques qu'il peut y avoir. Donc, tu as tourné une grosse page de ta vie pro. À partir de ce moment-là où quand tu as créé ta boîte, tu as tiré un trait sur avant, ton objectif était vraiment d'avoir aussi, tu en as parlé un petit peu avant, un équilibre vie pro, vie perso. C'est quelque chose
qui te tenait vraiment à cœur? T'étais maman à ce moment-là? J'étais maman à ce moment-là et c'était plus que de me tenir à cœur, c'était pour ma santé, il le fallait. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un point où je me suis complètement perdue. Enfin, j'étais noyée et c'était nécessaire que je puisse retrouver du temps, un équilibre. C'est souvent ce que je dis. J'ai eu des périodes où j'ai remis, on en reparlera peut-être, mais ça fait 3 ans et demi que je suis en activité et les moments où je me suis dit, mais non, financièrement, ça le fait pas, il faut que je retrouve un poste. Le plus dur, c'était ça de me dire, mais j'ai retrouvé une telle liberté. C'est pas que je travaille moins, je travaille autant, voire plus, mais je travaille différemment et surtout, j'organise mon temps comme je veux, sans sacrifier ni mon temps à moi, ni le temps avec mes enfants. Et ça, c'est j'aurais du mal demain à faire marche arrière sur ce point. Mais je te rejoins complètement là-dessus. C'est vrai que l'entrepreneuriat, au départ, c'est vrai que c'est surtout pour une quête de liberté, tellement brimé dans des postes de salariés ou autres, ou fonctionnariat, on nous laisse pas cette liberté. Et quand on est en quête de liberté, l'entrepreneuriat est souvent la première porte que l'on franchit. Pour autant, et comme tu viens de l'expliquer, on travaille pas moins, on travaille souvent beaucoup plus. Charge mentale fois 1000 parce qu'on y pense jour et nuit. Donc c'est vraiment un autre mode de vie et c'est un vrai choix. On n'en a pas forcément conscience de tout ça au début quand on quitte la porte de quelque chose. On se dit voilà, je vais aller vers autre chose. On découvre, on s'adapte au fur et à mesure. Mais la quête de liberté est souvent la première valeur pour laquelle aucun entrepreneur ferait machine arrière. C'est clair. Oui, mais c'est vrai que cette liberté, elle a un prix. Tu la connais aussi, hein. Oui. Il y a des choses sur lesquelles j'ai fait une croix entre guillemets, on va dire une évolution de carrière ou des postes que j'aurais souhaité, une rémunération, des avantages, des congés. Moi, j'ai pas encore pris un jour de congé en 3 ans et demi parce que il faut pouvoir répondre, parce qu'il y a aussi l'inconnu du lendemain. Est-ce que je vais avoir de l'activité? Donc tant qu'il y a de l'activité, on prend. Donc cette liberté, elle a un prix. C'est pour ça que des fois on me dit mais t'as de la chance, tu t'organises. Non, c'est pas de la chance, pas du tout. Non. C'est pas ça. Non. C'est pas de la chance. C'est effectivement, il y a un moment, il y a un déclic, et puis après les mois passent, les années passent. Qu'est-ce qui fait qu'on reste malgré les difficultés, qu'on persévère? Il y a effectivement ce besoin de liberté, mais pas que. Il faut aussi qu'il y ait d'autres choses qui soient alignées. Mais en tout cas, ça a un prix. Il faut en avoir conscience. On n'en a pas forcément conscience au départ quand on se lance. C'est la vie d'une entreprise. Et après, soit on l'accepte, et puis on s'accroche. Soit ce prix il est trop important et on reprend un poste et c'est OK. Ouais, c'est ça. Complètement. À partir du moment où ça correspond à nos besoins, peu importe le choix, c'est clair. Donc toi, t'as créé ta société en 1 semaine. Tac, tout est parti. Tu t'es fait accompagner ou pas du tout? Non, je me suis pas fait accompagner du tout. Non, j'ai fait tout toute seule. Bon, après, j'étais dans le milieu, donc il y avait pas de besoin spécifique. Pas forcément besoin particulier. Exactement. C'est bien ça. Tu pouvais répondre à tout ce qui était demandé à ce moment-là. Oui. Voilà. Mais après, tu sais, je me suis pas posée pendant 6 mois sur mon business plan ou etc. C'est vraiment, il y a eu un déclic, je l'ai fait et je me suis dit, advienne que pourra. Ouais, on verra. C'était quoi les émotions sur tes premiers jours quand t'es pas retourné au boulot et que t'étais entrepreneur une fois que t'avais vraiment cliqué, activé, ça y est, c'est bon, officiellement je suis entrepreneur. Il y avait plein de choses, des craintes forcément, des craintes, des questionnements, des remises en question quotidiennes. Et puis finalement ces remises en question, elles s'espacent, mais elles sont toujours là. Après, j'y ai cru, j'ai cru dès le premier jour en me disant, mais non, j'ai quand même des choses que je peux faire, des choses que je veux développer, des activités que je veux développer que je pouvais pas faire dans mes anciennes fonctions. Donc, c'est un peu aussi les joies des débuts, c'est-à-dire qu'on veut faire plein de choses, on veut tout faire, et on peut se dire, là, je voudrais m'orienter là-dessus, essayer, tester. Voilà, je suis vraiment partie comme ça, à tester pour moi 3 activités, de l'accompagnement à la création d'entreprise,
la partie traitement des formalités et la partie formation aux formalités. Donc, il y a des choses qui ont plus ou moins fonctionné, des choses à certaines périodes, j'ai fait beaucoup de formations, moins de formalités. Aujourd'hui, je fais plus de formalités, avec aussi de l'accompagnement à la création d'entreprise. Mais voilà, j'ai quand même su finalement mener les 3 activités du départ par période. Je fais encore les 3 aujourd'hui et je pense que je pourrais aussi développer d'autres choses. On verra bien. Parce que tu as d'autres projets en tête, peut-être aussi. Oui, parce que ton entreprise évolue. On va en reparler après, mais l'idée, ce que tu as construit il y a 3 ans avec l'idée, il y a 3 ans et demi, a priori, c'est pas exactement aujourd'hui ce que tu avais pensé. On va en reparler après. Alors justement, ton activité, j'ai des petites questions sur la vie d'une entrepreneur et tu vas me dire si tu peux intervenir et comment. OK? Je veux créer ma micro-entreprise. Est-ce que je peux faire appel à toi? Oui. OK. Si je veux créer une SASU, une EI, est-ce que je peux faire appel à toi? Oui. Parfait. Si je veux passer de la micro à société, est-ce que je peux venir vers toi? Est-ce que tu peux m'aider? Oui. Si je suis en société et que au départ, j'avais un type d'activité, mais dans mes statuts, du coup, c'est assez figé, je veux en ajouter une. Est-ce que je peux venir vers toi pour m'aider et me faire accompagner là-dessus? Oui. Super. Tout ce qui est exercice comptable, tous ces trucs bizarres à rendre une fois par an, est-ce que je peux venir vers toi si j'ai besoin de déposer ce genre de documents? Alors, si c'est un dépôt des comptes, oui. Dépôt des comptes, oui. Si c'est autre chose, après, si c'est comptable, si c'est faire le bilan, faire des déclarations de TVA, des choses comme ça, non. Là, d'accord. Le comptable. C'est le comptable. OK, ça marche. Si je veux liquider ma société, si je veux la fermer, est-ce que je peux faire appel à toi? Oui. Oui, et j'en reparlerai parce que moi, j'ai fait appel à toi pour ça. Si j'ai besoin d'aide pour rédiger mes CGV ou mes mentions légales pour mon site web, est-ce que je peux faire appel à toi? Alors, oui et non. OK, explique. Je vais... en fait, ça va dépendre. Je vais donner les informations, je vais pouvoir proposer des modèles éventuellement à adapter. Ouais. On peut co-construire les conditions générales de vente, etc. Mais si vraiment l'entreprise veut quelque chose de clé en main avec des clauses qui vont bien, etc., sans se poser de questions, c'est-à-dire en se remettant complètement à un professionnel, ça je ne peux pas puisque là on est plutôt dans les cordes d'un avocat qui va personnaliser, engager sa responsabilité sur le conseil et les clauses qu'il va insérer. C'est pareil, par exemple, quand on demande un pacte d'associés. Oui, c'est pas que je pourrais pas techniquement mais c'est que je n'ai pas le droit. Les clauses, on va dire standards, je les connais. Si on veut me faire relire, je vais pouvoir expliquer les incidences de telle ou telle clause. Mais par contre, pour un conseil personnalisé, j'oriente vers les avocats et j'ai aussi ce rôle-là. Alors c'est pas des prestations payantes, mais je vais beaucoup orienter, c'est-à-dire que on va me poser des questions et ça est-ce que j'ai besoin, est-ce que je peux le faire, est-ce que j'ai besoin d'un notaire, et je vais souvent réorienter d'ailleurs vers mes clients avec lesquels je travaille. Je vais dire non, là par contre tu t'es obligé de passer par un notaire, là tu es obligé de passer par un avocat, là par un expert comptable. Donc je vais réorienter aussi quand ça dépasse mon champ de compétences. OK. Je disais juste avant que on parlait de liquidation. Moi, j'ai fait appel à toi l'année dernière. Ça va faire 1 an. Enfin, ça a fait 1 an. Quand j'ai liquidé ma société, j'aurais très bien pu passer par le comptable. J'avais un comptable en ligne, etc. Mais moi, j'ai choisi d'abord parce qu'on se connaissait et que je comprenais rien de ce qu'il m'expliquait. À partir du moment où, en plus ça, c'est pas rien, parce que pour certains, c'est un acte. Mais psychologiquement, fermer une entreprise, c'est pas rien. Et comprendre comment les choses se passent, etc., pour moi, c'était important. Et comme j'avais cette chance de t'avoir dans mon entourage, c'est pour cette raison, du coup, que j'ai fait appel à toi. Ce que le comptable m'annonçait avec un certain temps de dépôt de je sais pas trop quoi, en fait, ça se fait super facilement dans l'échange et assez rapidement. Et donc, j'étais assez contente de me rendre compte que cette formalité juridique et légale était pas plus lourde que ça, en fait. On se fait tout un tas de choses dans le juridique. Et au final, en fait, c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Donc, d'ailleurs, ça s'est fait super facilement et simplement. Je te remercie, Marie-Line, de m'avoir accompagnée là-dessus l'année dernière. Ce qui m'a pas empêché de poursuivre une activité. Ça a rien à voir. Mais voilà, donc je peux témoigner. J'ai fait appel à toi l'année dernière. C'était cool. On va rentrer dans la partie un peu les dessous du business. 3 ans et demi, tu disais que t'as
que tu as ouvert Humaforma. L'entreprise actuelle n'a rien à voir avec celle que tu as construite il y a 3 ans et demi. Elle a évolué. En quoi tu l'as fait évoluer? Donc effectivement, ça fait 3 ans et demi. Elle a évolué dans le sens où, comme je te disais tout à l'heure, au départ, j'avais envie de développer plein de choses. Mener un peu tout de front et déjà, je me suis rendu compte que c'était compliqué. Et il y a eu autre chose, c'est que au niveau des formalités, il y a eu tout un chamboulement en termes de transmission, ce que le site aujourd'hui qui permet de transmettre ces formalités, qui s'appelle le guichet unique, qui n'est pas du tout simple comme ce que peut l'annoncer le gouvernement ou l'INPI par exemple. Oui. Et finalement, ça a créé tellement d'anomalies que j'ai été happée finalement et rattrapée malgré moi sur mon expertise métier, les formalités. Et voilà, donc à un moment donné, j'ai dû un peu mettre de côté ce que je souhaitais développer au départ, c'est-à-dire plus l'accompagnement à la création d'entreprise, pour me recentrer sur les formalités et la formation aux formalités, non seulement techniquement, mais aussi sur ce site-là où voilà, pour le coup, il faut quand même maîtriser un petit peu. Voilà, donc c'est en ce sens-là d'une part où ça a évolué, donc plus me recentrer sur mon cœur de métier. Et puis c'est d'aborder différemment les choses, c'est-à-dire que au départ, je regardais un peu ce qui se faisait localement en me disant mais oh là là, mais elle a fait ça, lui il fait la même chose, elle a fait la même chose. En termes de concurrence, c'était tout de suite un frein. Et rapidement, je me suis dit mais non, il y a de la concurrence, mais on travaille tous différemment. Il y a forcément quelque chose que tu fais de plus ou de moins et vous pouvez travailler ensemble. Donc ça, en tout cas en matière d'accompagnement à la création d'entreprise, j'ai fait le choix plutôt de m'associer entre guillemets avec une personne qui lui va plus prendre l'aspect prévisionnel, financier, et moi derrière le juridique. Donc c'est-à-dire qu'à deux, on est plus fort, on est complémentaires, on est complet, et voilà. Et du coup, ça matche bien. Et aussi sur les formalités, c'est de capitaliser et d'essayer d'augmenter. Alors, je veux dire, le panier moyen, c'est pas vraiment ça dans mon service, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne fais pas que de la formalité. Je vais faire de l'information juridique. J'ai beaucoup de clients experts comptables qui sont des petites structures. C'est-à-dire que l'expert comptable est tout seul. Il n'a pas forcément de salarié. Il n'a pas de logiciel juridique. Eh bien, je vais être là, je vais relire ses actes, je vais aussi rédiger ses actes. Alors, bien sûr, c'est lui qui prend la responsabilité derrière, qui va relire et le faire signer à ses clients. Mais moi, derrière, avec entre mon expérience professionnelle et mon niveau d'études, c'est des choses que je peux faire et j'adore. Donc, je fais des formalités, mais pas que. Je vais être plus en amont des actes. Et dernière chose, c'est que je vais aussi accompagner sur les activités réglementées, ce que je ne faisais pas avant. C'est-à-dire quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant, je vais faire les démarches pour lui pour qu'il ait sa licence. Quelqu'un qui va faire du transport de marchandises, c'est réglementé. Quelqu'un qui va être agent immobilier, c'est réglementé. Donc, je fais tout ça aussi, toutes ces démarches complémentaires pour que les entreprises puissent obtenir leur autorisation. Donc, c'est hyper varié aussi. T'imagines le nombre d'activités réglementées qu'il y a. Oui. Et voilà, donc ça m'a permis d'étoffer finalement mon offre de service. Ok. Si t'en es venu à étoffer ton offre de service, c'est que par moment, tu as dû croiser des chemins remplis de doutes. Peut-être. En 3 ans et demi, le doute, il a pris beaucoup de place, pas beaucoup de place dans cette évolution? Le doute, il a pris beaucoup de place jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 6 mois. En toute franchise, mon entreprise, elle est rentable depuis 6 mois, donc il a fallu 3 ans. Ouais. Donc donc le doute, le doute, si. Tous les matins. Est-ce que je vais là, si, et il était là en me disant mais est-ce que je continue, est-ce que je m'accroche, est-ce que ce serait pas plus simple de reprendre un poste? Il y a du travail dans ce que je fais, dans mon domaine, pardon. Donc non, le doute il y a, et le doute dans une entreprise, c'est pas quotidien. Au bout d'un certain temps, on finit aussi par accepter les mois creux. Oui. Donc ça, je l'ai intégré. Mais il a fallu du temps. Maintenant, j'ai des doutes, mais j'ai plus de crainte. Okay. Ouais, ta plus belle victoire en 3 ans et demi, ça a été quoi ou quand?
peut-être? Eh ben, c'est ma plus belle victoire, c'est le fait qu'aujourd'hui je peux vivre de mon activité, de mon entreprise. Enfin, Ouais. au bout de 3 ans et demi. Alors, ça a un prix. C'est-à-dire, je travaille quasiment 7 jours sur 7 et j'ai pas de congé. Ouais. Mais parce que aussi je peux ma victoire c'est ça, c'est que mon entreprise elle est rentable sans sacrifier les temps importants pour moi, temps personnel, temps famille. Ouais. Voilà, j'arrive Cool. à allier les deux. Bah, félicitations. Ouais, merci. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, sur ces 3 ans et demi, tu as développé des outils fétiches ou des petites routines ou des choses vraiment sur lesquelles tu dis « Ah, ça, c'est cool, je le garde » et tu l'as gardé pour t'aider, t'accompagner, t'organiser en tant qu'entrepreneur? Des outils en termes de D'orga ou des logiciels ou enfin, je sais pas, oui, tu vois, des logiciel, choses. oui. Après, je pense que c'est très spécifique à mon domaine. Donc, non, honnêtement, dans mon organisation, je pense que ce qui est aussi important, c'est de pas rester seul parce que bah, tu le sais, quand on est Ouais. on se lance. Moi, ce qui m'a pris le plus de temps du deuil de mon ancienne vie, c'est mon équipe, de faire le deuil de mon ancienne équipe, de me retrouver toute seule. Donc vraiment l'isolement, on en entend souvent parler et on s'est connus comme ça aussi. C'est le réseau, c'est ce qui me permet de compenser, du coup d'avoir ces temps d'échange avec d'autres entrepreneurs, avec des femmes aussi entrepreneurs, donc problématique. La deuxième entreprise, voilà. Et ça oui, si j'ai plutôt un conseil, c'est de pas rester isolé, c'est de rejoindre des réseaux. Il y a forcément un réseau, en tout cas là dans le bassin Vantais, des réseaux, il y en a plein. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Ouais. Et ça permet d'échanger. Et souvent, on s'est dit le fait de parler, hop, tout de suite, il y a forcément une personne qui va dire mais oui, mais c'est bien ce que tu fais, mais tu peux aller encore au-delà. Et voilà, de se challenger sur quelque chose, c'est hyper important. Et puis le soutien. Le soutien. Parce que à part des entrepreneurs, il y a que des entrepreneurs qui peuvent comprendre. Ouais. Sinon on peut pas. Mais non. Mais comme tu disais tout à l'heure, t'as de la chance, tu choisis tes horaires. Oui. Tu connais pas la journée. Oui, tu sais pas. Là, je suis dispo, mais après de 22h à minuit, je suis sur l'ordi. C'est ça. Oui. Voilà. Il y a le revers de la médaille, etc. Il y a vraiment la vitrine. Ouais. Et derrière, du coup, ce qu'on met, etc. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je te demandais si tu avais des petites routines ou des choses qui t'aident à t'organiser, à être vraiment focus, à gagner du temps. Tu mets un timer ou des choses en disant, bah voilà, je travaille sur telle chose de telle heure à telle heure, ou tu coupes tes notifications. Ou, alors moi, j'ai jamais eu trop ce souci-là parce que en fait, ça fait longtemps que je suis en télétravail. Même dans mes anciennes fonctions, j'étais même une des premières, je crois, dans le groupe à faire du télétravail. Et moi, tu vois, comme tu me vois, alors là, on verra pas, mais je suis comme ça devant mon écran, même quand je ne sors pas, je suis Marilyn est parfaite. donc je précise. Donc voilà, je suis pas jamais en pyjama derrière mon ordi, les cheveux en bataille. Non, je vais au travail, et même si je suis à la maison, j'ai jamais eu besoin, si tu veux, d'avoir besoin de m'organiser. Non, je fais une pause comme si j'étais en entreprise. Je fais une pause pour manger. Hop, je remonte, je suis focus sur mon activité. Mais tu t'es dédié à un bureau exprès. Ah oui, voilà. C'est pas juste je prends l'ordi portable, je me pose quelque part. Non. En plus, moi, je travaille sur double écran, j'ai mon scanner imprimante, je peux pas. Et même l'été, je vais partir, mais je pars toujours avec mon ordi, chargé, mon iPad, mon ordi, mon deuxième écran. Je suis pas chargée. Je chargé. Comme de toi, juste pour le matériel. C'est ça. Non, quand même pas. Je pense que c'est important quand même d'avoir un endroit dédié pour être quand même concentré. Tu vois, je me verrais pas travailler comme ça sur le coin d'une table. On arrive à la fin de l'interview. J'ai 3 petites questions pour toi. La première, si tu avais un message à donner aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Oh là, j'aurais plein de messages. Alors, je dirais pour celles qui hésitent à se lancer, moi, j'ai toujours raisonné en essayant de calculer plutôt le risque, ou plutôt comment je rebondis si ça fonctionne pas. Plutôt que de faire 1 an de prévisionnel et d'études de marché, etc. Une fois sur deux, de toute façon, ça se passe pas comme c'est prévu.
C'est plutôt de se dire, je me lance, j'y vais, parce que de toute façon, sinon je vais le ruminer et puis je vais regretter. Je me lance, mais si ça fonctionne pas, comment je me rattrape? Est-ce que je peux retrouver facilement du travail, hein, parce qu'il y a quand même, il y a un moment, faut manger, hein. Donc c'est plutôt ça. Quelle est ma porte de sortie? Donc ça, c'est la première chose. Et puis, pour celles qui sont en activité, où c'est de s'accrocher. C'est de pas s'acharner non plus. Des fois, ça prend pas parce que c'est pas le bon moment. Ça a rien à voir avec l'énergie qu'on va y mettre dedans. C'est juste, c'est pas le bon moment. On reprend un poste, peut-être à mi-temps, peut-être à temps plein. Et c'est OK. Ça veut pas dire que tout ce qu'on a construit, c'est vain. Ça veut juste dire que c'était pas le bon moment, mais il y a quand même quelque chose qui a été fait. On reprendra plus tard, c'est pas grave. Mais on s'acharne pas, on se met pas en difficulté, on se dégoûte pas de l'entrepreneuriat. On stoppe. Il y a plein d'autres façons de mettre un arrêt à l'entreprise, soit définitif ou temporaire. On pourra en parler. Hein. N'hésitez pas à me contacter. Et voilà, on reste optimiste, on garde espoir, ça reviendra. On se fait confiance. Je suis d'accord. Si je te disais, pour toi, c'est quoi la définition de l'entrepreneuriat féminin? Ah là là, j'ai envie de dire, honnêtement, dans mon entourage, les femmes, moi, je suis tellement en admiration de ces femmes parce que pour moi, je me dis souvent que c'était facile dans le sens où j'ai créé mon entreprise déjà dans mon cœur de métier. Et alors que la plupart, elles ont fait un virage, elles se sont lancées dans des activités qui n'ont rien à voir. Et moi, mais je les admire tellement, l'énergie pour développer une autre activité où il y a des fois beaucoup de concurrence. Donc, je dirais le courage, la détermination. Ça va faire plaisir à pas mal de personnes qui vont écouter. Et la dernière question qui va clôturer l'interview. Donne-moi un lieu où t'aimes bien aller te ressourcer ici, en Bretagne. Elles sont difficiles ces questions. Hein. Me ressourcer en Bretagne, je pense forcément à l'eau, en bord de mer. Je dirais Saint-Hermel, au passage Saint-Hermel. Je comprends. Voilà. Ok. Merci beaucoup Marilyn pour merci à pour toi. le temps. Merci d'avoir écouté cet épisode des Queens du Biz. J'espère que cette interview aura su t'inspirer, te motiver, te réconforter si tu en avais besoin. Pour m'aider à briller encore plus et pour accompagner d'autres queens à briller davantage, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. N'oublie pas de partager l'épisode à tes proches, à tes copines, entrepreneurs ou pas, et sur tes réseaux. Retrouve-moi sur Instagram, sur le compte Les Queens du Biz, où je te partage les coulisses et d'autres profils de femmes audacieuses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt!